En 1789, c'est la Révolution, et celle-ci apporte son lot d'améliorations aux journalistes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule alors dans son 11e article « Tout homme peut parler, écrire, imprimer librement ». C'est la fin des dispositifs de contrôle de la presse par l'État. C'est également non pas l'apparition, mais l'explosion du dessin de presse, de la caricature, qui met en situation, de façon souvent burlesque, les protagonistes des articles. La presse exulte, mais malheureusement pour une courte période, car en 1800, Napoléon Bonaparte rétablit la censure, et de manière extrêmement forte puisqu'il fait fermer 60 journaux d'un coup. Sous la Troisième République, la loi sur la liberté de la presse affirme « l'imprimerie et la librairie sont libres ». La presse écrite devient un lieu d'expression et de contestation unique, et la portée de ces lignes fait frémir le pouvoir. On peut par exemple citer la célèbre affaire Dreyfus et la lettre ouverte d'Émile Zola au président Félix Faure, avec le célèbre titre trouvé par Clémenceau « J'accuse ». Cette affaire a eu ni plus ni moins pour effet que de scinder la France en deux, ce qui montre bien l'impact et le pouvoir des journaux sur l'opinion publique et le pays. Au début des années 1900, la presse française est sans aucun doute la plus riche et la plus lue au monde, ses tirages se comptant en millions d'exemplaires. Et pourtant, lorsque la Grande Guerre éclate en 1914, c'est bien la propagande et la censure qui refont surface. À nouveau, la liberté de la presse est suspendue. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, et avec elle, une bonne partie de la liberté d'expression est bafouée. Oui, encore et toujours dans les mêmes conditions. La plupart des journaux qui ont pignon sur rue sont soit arrêtés, soit récupérés. La collaboration ou les journaux amicaux envers le pouvoir sont les seuls à pouvoir se procurer un peu de papier pour continuer à exercer leur profession. Cependant, la résistance écrite, comme la résistance armée, s'organise, et de nombreux journaux clandestins voient le jour, toujours limités par ces stocks faibles de matières premières. En 1944, c'est la création de l'AFP, l'agence France Presse, qui témoigne de la volonté des journalistes de recréer une agence forte qui puisse porter l'information à travers le monde entier. Bien sûr, tout ça était sans compter sans l'arrivée d'Internet dans les années 90 mais surtout 2000 et l'apparition des journaux sur le web. La concurrence, souvent gratuite et accessible, frappe de nouveau de plein fouet la presse écrite, et les journaux n'ayant pas opéré le virage numérique à temps sombrent dans les abîmes. Le développement des réseaux sociaux et des blogs bouleverse également les habitudes journalistiques. L'essor d'Internet est une bonne chose, cela va sans dire, mais tout n'est pas blanc ou noir. La surinformation et la désinformation sont bien présents et peuvent nuire gravement à la qualité d'un vrai travail journalistique. Mais Internet n'est pas le seul terrain glissant. Quand on voit ce que représente une partie de la radio et de la télévision aujourd'hui, et la façon parfois racoleuse de traiter l'actualité, cela sert-il l'auditeur? L'éthique journalistique est-elle vraiment toujours conservée? Et dans quelle mesure? C'est une question que l'on doit se poser. Dans un même temps, une seconde question tout à fait importante mérite d'attirer notre attention. Si on invoque cette question d'éthique, jusqu'où peuvent aller la liberté d'expression et la liberté de la presse? Une question délicate, il est vrai, car au nom de la liberté d'expression, on pourrait être tenté de justifier tout et n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, la liberté n'est pas totale. Et même si le classement peut paraître subjectif, on pourrait par exemple citer le palmarès 2014 de Reporters sans frontières, qui classe la France au 39e rang mondial de la liberté de la presse. La situation journalistique, sans être totalement catastrophique, est tout de même ébranlée depuis quelques années, et les conditions de travail des journalistes n'en sont que plus dures. Les récents événements qui se sont déroulés en France ne doivent pas remettre en question ces libertés fondamentales que nous avons acquises. Si la responsabilité de chacun est de bien différencier et de bien séparer l'éthique et la liberté d'expression, dans un avis tout à fait personnel, je le dis, un dessin n'est qu'un dessin et Charlie Hebdo ne va pas à l'encontre de l'éthique. Le journal cherche simplement à exprimer ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression. Les dessinateurs, à quoi ils servent? Ils servent notamment, je crois, alors Plantu nous dira ce qu'il en pense, mais ils servent notamment à décaler notre regard. Parce qu'on a beau connaître les faits, on peut s'habituer à une forme de vision sur l'actualité, sur le monde, sur sa réalité. Et c'est bien de changer de grille de lecture. La folie de certains dessins, la provocation, le décalage, c'est le changement de regard. Et ça, je crois que c'est essentiel pour nos libertés. Le dessinateur, l'artiste, il est là pour tordre la vérité. On m'appelle Caricature. D'où tu viens, toi? Je suis née en Italie, à la Renaissance, sous le nom de Caricatura. À l'époque, on disait même Caricatura grotesca. Et c'était déjà tout moi. Le grotesque, j'adore, surtout pour me moquer. Je suis un dessin chargé, c'est-à-dire outré.
D'ailleurs, chargé prend parfois le sens d'exagérer. Or, exagérer, je sais faire. Je capte la ressemblance, mais c'est plus fort que moi, j'accentue. Un gros nez, j'en fais une patate. Un nez en patate, j'en fais une citrouille. Je transforme les maigres en fil de fer, les gros en barriques. Je greffe d'énormes têtes sur des corps rabougris. C'est cette idée d'exagération que traduit mon nom. Moi, la caricature, je charge. Le dessin satirique ne date pas d'hier. Les Égyptiens le pratiquaient déjà, puis les Grecs et les Romains. Mais en me donnant un nom, la Renaissance a fait de moi un art. En Italie d'abord, puis dans toute l'Europe. Et plus tard, en France, j'ai pris le nom de caricature. Une chose qui a bien fait mon affaire, c'est l'essor de la presse au XIXe siècle. Hourra pour les journaux satiriques! J'entrais dans tous les foyers. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Même les journaux sérieux m'accordent une petite place, voire une place d'honneur. Et j'ai à mon service des caricaturistes éblouissants. Le dessin, c'est direct un dessin. Hein. D'autant plus que maintenant, c'est l'image. Et en 3 secondes, l'image, elle est véhiculée sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Et donc, on comprend tout de suite et que c'est universel. Et donc, quand c'est universel, si ça énerve universellement des tas de gens. Est-ce qu'on peut rire de tout le monde? Oui, parce que le sacré qu'on nous impose, c'est leur sacré, mais c'est pas forcément mon sacré. Il faut qu'ils acceptent aussi que moi, j'ai le droit de critiquer les religions comme une idéologie comme une autre, vous voyez. Une idéologie. Une religion, c'est une idéologie. Pour moi, oui, c'est une idéologie, oui. Donc, j'ai le droit de la critiquer. On vous dit alors le respect des consciences. Alors, on respecte, si vous voulez, les croyants qui gardent leur foi dans leur sphère privée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dès qu'on veut utiliser les lois divines pour changer justement les lois républicaines, ça, on ne peut pas accepter ça.